Deuxième masterclass de cette première journée du Festival des héros du cinéma, le 20e du nom. Et pour ce masterclass, je reçois 4 personnalités. On va commencer par Bruno Moineau, on va dire de droite à gauche, comme dans les événements. Bruno Moineau, un bronzé, enfin pas trop bronzé en ce moment. Non, mais ça va venir, là j'arrive, mais je vais bronzer. Et qui nous parlera un peu de tout ça. Marie Guillard, qui est rejoint pour la première fois, en tout cas masterclass. Hervé Palu, qui est un réalisateur, je vous dirai quel film il a fait, vous allez voir, effectivement, vous les connaissez tous. Et puis Samir Bouadi, qui lui, auteur, on verra un journaliste, auteur, moi j'ai une casquette. Plein de trucs. Voilà. Alors, tout ce qui rapporte en fait. L'idée des masterclass, c'est d'avoir des petites informations, des anecdotes de vos carrières qu'on ne trouve pas forcément sur les réseaux, quand on fait des bios. Ça évite les histoires comme hier soir. Hein, donc on lit les résumés de films dès qu'on se trompe. Ah oui, c'est très... Et en fait, j'ai eu Becker ce matin qui était très content, Jean Becker, il est tout content, il s'est dit, ça fait, bah oui, c'était très amusant en plus. Parce qu'en plus, Becker a joué le contraire. Oui, on parlait de toi justement. C'est pour éviter. Alors, donc les anecdotes, on va en reparler après. Donc Marie Guillard, je vais commencer par toi, on est en regard. Marie. Si. Je veux dire, bon, tu peux donner... Déjà, alors, première chose, c'est comment tu es arrivé au cinéma ou à la télé? Non. Je suis arrivée parce que quand j'étais petite, je faisais des photos de mode et j'ai rencontré, en faisant des castings de pub, un grand directeur de casting qui était Dominique Besnéard. Salut Marie-Cluvalien. Salut Marie-Cluvalien. Et n'empêche que c'est lui, il m'appelait pour me donner des rendez-vous pour faire des essais de films, dont à mes 19 ans. C'était Promenade d'été, et c'était une autre directrice de casting qui faisait le casting. Et il m'a appelé, il m'a dit, je t'ai pris rendez-vous, Marie, ma chérie. Et j'ai passé les essais, j'ai été prise, et voilà, j'ai fait mon premier film comme ça, grâce à Dominique. Et ça s'est enchaîné, j'ai tourné, et j'ai tourné 2 mois, c'était un film de René Ferré, qui s'appelait Promenade d'été, et en rentrant, j'ai trouvé un agent, et j'ai continué à tourner. Voilà, j'avais 19 ans, et j'en ai un peu plus aujourd'hui. Mais ça fait 30 ans. Alors, de cette première expérience, d'abord, comment tu l'as vécu? Tu avais fait une école de théâtre avant, ou tu étais casté, c'est des photos de mode en fait, juste à partir de là? En plus, j'avais arrêté depuis longtemps, j'ai arrêté les photos de mode, j'avais 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais non, j'étais au lycée, c'était l'année de mon bac, j'ai redoublé, j'avais 19 ans. Mais c'était l'année de mon bac, et voilà, j'ai tourné. Et après, j'ai pris des cours de théâtre, d'acting et tout ça. C'est après que ça m'a appris. Au début, j'ai vraiment été prise... Bon, j'avais le sens du jeu, je crois. Et l'anecdote, ça parle d'argent. Ah, bah c'est ça. C'est parce que c'était à l'époque, René, donc c'était l'histoire d'une troupe de théâtre amateur. Donc on était beaucoup de comédiens. Il y avait Cécile Bois, il y avait Samuel Le Bihan. Oui, il y avait une bonne troupe. Et on était une dizaine à être cette troupe de théâtre amateur, donc à être là très présent. Et René me dit, écoute, je suis désolée, c'est quand même un film à petit budget, c'est un film d'auteur, donc c'était un film à petit budget. Et il m'annonce un tarif pour tout le film. Et moi, dans ma tête, j'étais hyper contente, mais en plus, je pensais que ça devait être un tarif partagé avec les 10 comédiens. Mais moi, j'étais tellement contente déjà de gagner un 10e de ce qu'il m'annonçait pour moi toute seule, finalement, qu'après, j'étais encore plus contente. Mais c'était ridicule. Je dis, alors dans ma tête, je calculais, je dis, c'est ça, moins 10, divisé par 10. Je dis, c'est cool, ça fait... Je peux pas dire, parce que c'est bizarre, mais du coup, voilà, c'était drôle. C'était forcément en francs. Et c'était en francs, oui, c'est ça. Mais je me souviens. Forcément, c'est sympa. Ouais, ouais, si. Je me vexe pas. Je me vexe plus. J'ai capitulé. Alors on ne saura jamais quel était le cachet des dormes. Même le 10e, c'est comme le loto. Quand on achète des tickets, c'est le 10e qui gagne, c'est ça. Alors c'était le film à l'histoire d'une troupe de jeunes. Alors,
Oui, troupe de jeunes, oui. Ah, c'était au siècle dernier. Il y avait, voilà. Alors, comment s'est venue cette histoire du Splendide et, comment vous le connaissiez de jeunesse, de cours, de comment vous êtes rencontrés? Moi, je suis arrivé un petit peu après, mais la base de départ du Splendide, ils étaient au lycée ensemble, oui. Et ils ont pris des cours de théâtre ensemble et ils ont eu de monter une troupe. Et moi, je les ai connus, ça faisait 1 an qu'ils avaient structuré la troupe avec le nom Splendide, etc. Et j'ai intégré la troupe à ce moment-là. Oui. Et donc ta première expérience cinématographique ou théâtrale? Cinématographique, c'était avant. J'ai joué en 1975 dans un film qui s'appelait Une fille unique. Et c'était avant, je commençais à connaître les gens du Splendide, mais je n'étais pas encore rentré dans la troupe. J'ai fait des films sérieux avant de faire des comédies. Avant de déraper. Des films de gauche, engagés, des trucs comme ça. Et puis après, j'ai rencontré Splendide, j'ai dit j'arrête. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que le Splendide, ton premier film avec eux, c'était quoi? Le premier film avec eux, c'est Les Gonzés. Oui, donc tu commences déjà par le top, quoi, parce que Les Gonzés, ça fait quand même. Ça s'est passé d'abord au théâtre. Moi, je me souviens d'avoir vu la pièce au Splendide à l'époque. Ça s'appelait Amour, coquillage et crustacés. Et moi, l'anecdote que j'ai, c'est que quand je suis allé vous voir, j'avais des copains qui m'avaient dit va voir un truc, c'est complètement déjanté, c'est top. Il y a même un gars qui se balade avec des algues à poil sur la scène et tout. J'ai dit on va voir ça, quoi, à l'époque. Et vous arriviez à l'accueil, on vous donnait. Non, c'était des bancs. Oui, c'était des bancs. Sur des bancs. Oui, que des bancs. C'était une espèce de grotte, là. C'était une ancienne mûrisserie de bananes qu'on avait transformée en Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'accueil, vous étiez accueilli par, je me souviens pas, je pense que c'était Thierry Lhermitte. Bon, c'était à tour de rôle. Hein, ouais. Ils vous accueillaient tous là. C'est-à-dire, vous arriviez, quand vous pensez après coup, que vous aviez Marianne Chazelle, il y avait tout le monde, Clavier, Blanc, tout le monde était là, et il vous servait un thé à la menthe. Oui. Un thé à la menthe. Vous arrivez, vous donnez un thé à la menthe avec le billet, c'était marrant, cette époque-là, et vous découvriez une espèce de bande de jomards, de rigolos, et quand vous pensez à la carrière que ça a fait, comment tu as vécu toi, ce succès d'entrée? Eh bien alors, bizarrement, bien. C'est curieux, hein, ça aurait pu m'angoisser, non, très bien. C'était très agréable. Et les cachets, vous faisiez comment? C'était la recette? Au début, c'était un peu... on se payait, je me souviens, mais 3 fois rien par semaine, parce qu'on avait dit, on travaille, on doit être payé. Mais comme on avait des dettes jusque-là pour rembourser le truc, c'était genre 50 francs par semaine ou un truc ridicule, mais c'était pour dire, on se paye. On est compte qu'il commence à 50 francs par semaine, et après je ne vous raconte pas les... après, ça a changé. Oui. Tant qu'on n'avait pas remboursé les dettes, parce qu'on avait fait beaucoup de dettes pour prendre le lieu, les travaux, etc., on s'est dit, on faisait des petits boulots à côté la journée, on n'avait pas le choix, mais on se disait au théâtre, puisqu'on est là et qu'on joue, on doit se payer. C'était un principe. Mais je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que vous soyez une équipe, et en plus vous décidiez d'acheter un lieu, de le transformer, de le bricoler, enfin de l'arranger pour en faire un théâtre, et avec le succès qu'aujourd'hui est devenu le Splendide, c'est quand même génial. Oui, mais c'est parce que on avait tous envie de jouer, de monter nos pièces, et personne ne venait nous chercher. Ouais. Donc on s'est dit, et puis c'était l'époque, post-68A, où tout était assez libre, machin. Puis on avait l'exemple du Café de la Gare aussi, qui fonctionnait très bien, avec Romain Bouteille, et on s'est dit, pourquoi pas nous? Et puis voilà. Et toi Hervé, alors, début de carrière, tu as commencé quand devient réalisateur, alors tu as présenté on va dire son film culte, c'est Un Indien dans la ville, en tant que réalisateur. Comment tu es venu au cinéma? C'est pareil, des études de cinéma ou comment on devient réalisateur? Non, d'abord j'ai commencé par faire du théâtre. En tant que comédien ou? En tant que comédien. J'avais pas une carrière d'étudiant très prolifique, donc assez vite j'ai pris des cours d'art dramatique. Et puis... voilà, c'est ça, échec scolaire. Voilà, quand on ne sait rien faire d'autre, on fait ça, quoi. Oui, mais ça quoi? Comment on fait pour devenir réalisateur? Alors,
après, c'est un parcours. Déjà, j'ai fait acteur. J'ai travaillé un spectacle de Romain Bouteille. C'était la même époque que Bruno. C'est d'ailleurs, on se croisait à cette époque-là. C'était la grande époque à Paris du café-théâtre. Donc, il y avait beaucoup de lieux qui étaient des restaurants, soit des restaurants ou des cafés et tout ça, qui se transformaient le soir en café-théâtre, où on faisait, où on jouait des sketchs ou des pièces, et on faisait la manche. Voilà, avec des salaires en anciens francs qu'on se partageait. Et puis après, après c'était la Comédie Française où j'étais stagiaire. Donc j'ai joué à Avignon avec une troupe très prestigieuse à l'époque, François Chaumette, ça, Belphégor. Belphégor, oui. Quel parcours quand même, on commence à grimper là, hein, pour de l'échec scolaire, on arrive à Avignon. Après, je suis rentré dans la troupe de Jean-Michel Ribes, avec Philippe Corsan, avec Tony Marshall, on a fait des tournées, on a joué dans des théâtres à Paris, un spectacle qui s'appelait Les Fraises musclées. Et puis parallèlement, j'étais complètement fan de cinéma, et j'allais au cinéma tout le temps. Quelquefois, j'y allais 3 fois par jour. Et je me suis mis à écrire un premier script. Et j'ai eu la chance d'avoir l'avance sur recette. C'est un script que j'avais écrit avec un comédien qui s'appelle Nils Arestrup. Donc c'était pas du tout rien à voir avec la comédie. Et on a écrit ça, on a eu l'avance sur recette, et donc on a réalisé ce premier film en 1980. Et c'est un film qui avait été sélectionné dans Perspective à Cannes. Et puis après, les choses se sont enchaînées. J'ai fait un documentaire sur Jacques Mérine, et puis après j'ai fait un film. Et puis après, je suis allé vraiment vers la comédie, parce que je venais de là en tant qu'acteur, et c'était mon univers plutôt. Donc j'ai écrit Les Frères Pétard, et mon ami Jacques Villeray a beaucoup aimé le scénario et l'a transmis à un grand producteur qui s'appelait Christian Fechner, qui a produit tous les films des Charlots, les films de Louis de Funès. Et ça a été un succès. Et puis après, voilà, ça s'est enchaîné jusqu'à Cet Indien dans la ville, qui a été un très très gros succès. Voilà, des films, c'est des comédies que j'ai écrites avec toujours Igor Aptekman. Et puis l'Indien, il y a Thierry Lhermitte qui a participé aussi, enfin qui a plus que participé, parce qu'il a été le coproducteur du film, et il a fait partie aussi de l'écriture, et évidemment il a joué le rôle. Et puis il avait déjà économisé avec la bande du Splendide. Voilà. Il avait mis de côté les 50 ans Barcelone. Exactement. Il avait une petite cagnotte quand même. Vous avez une petite cagnotte, et voilà, c'est comme ça qu'il a pu produire Cet Indien dans la ville. Non, c'est qu'il y a des liens comme ça entre alors, l'histoire de troupe. Toi non, tu n'as jamais fait partie d'une troupe? Non. Non. Est-ce que c'est un regret, ça, ou pas? Oui, parce que quand on est jeune, je dis souvent aux jeunes acteurs maintenant d'essayer de faire du théâtre et de rentrer dans une... Parce que c'est là où on se fait sa famille quand même d'acteurs. Et que après, d'ailleurs, c'est tellement difficile quand même de travailler, de tourner, d'être choisi. Enfin bon, c'est tellement compliqué que si on a sa famille, on est dans l'activité, on écrit des pièces, on les monte, on s'en fout, on joue sur une péniche, on est dans une activité. Alors que si on est un peu seul, j'ai plein d'amis, hein, mais je suis pas en dépression et tout ça, mais le fait de ne pas avoir cette famille de théâtre que j'aurais pu me faire dans une école, en fait, je suis dans l'attente permanente, et d'écrire, c'est pas mon métier. Alors j'essaye de temps en temps,
Mais seul, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est bien d'avoir cette famille. Moi, j'ai fait des écoles, mais au bout d'un an, j'en avais marre, c'était trop répétitif. Je sortais du lycée, j'avais envie de changer, donc j'ai fait plus des stages. Donc à chaque fois, je rencontrais plein de gens différents. J'ai rencontré plein de personnes, plein d'acteurs, que je continue à voir et tout. Mais je trouve que c'est bien d'avoir une famille de théâtre, ouais, de travailler comme ça. Oui, parce que moi, l'année dernière, c'était avec Pascal Légitimus aussi, qui était avec toi. Oui. Ouais. Et c'est marrant parce que et ça m'avait fait découvrir que finalement, c'est beaucoup l'esprit de bande. C'est ces groupes-là oui, qui ont... mais c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que ce sont au travers des cours qu'on rencontre des gens. Parce que moi, j'habitais pas à Paris. Quand je suis allé à Paris, moi, je travaillais dans la journée pour pouvoir me payer les cours. Et j'étais tout seul. Et c'est comme ça que j'ai rencontré au cours Périmonie. Mais c'est exactement ça que je dis. Hein. Je dis que c'est en étant dans des cours, dans des écoles et tout ça, que tu te fais ta famille et que tu rencontres du monde. Et je ne suis pas d'accord. Oui, non, alors écoutez, moi je vais prendre le contre-pied. Je n'ai jamais pris de cours de théâtre. Et j'ai rencontré les gens du Splendide. Oui, mais toi tu faisais un peu de la menuiserie. Voilà, exactement. Je bricolais. Voilà. Et c'est ça. Plutôt monsieur bricolage. C'est ça qui les a séduits. C'est grâce à ça que je suis devenu ami avec eux. Et donc, le bricolage, ça peut amener à la comédie. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Pour résumer, si vous travaillez chez le roi Merlin, vous avez beaucoup de chance. Et bien voilà. Mais oui, mais il faut le dire aux gens. Autant que j'en ai au marché. Voilà, Arrêtez de mentir. C'est marrant parce que certains bricolent au cinéma, les acteurs ils disent toujours moi je bricole. Certains bricolent vraiment et ils finissent avec une grande carrière. Alors en plus, toi, maintenant, parce que tu en parles, comment tu es arrivé à toi être on va dire j'allais pas dire l'intello de la bande, mais qu'on voyait peut-être moins à l'écran, mais qui gérait parce que tu gères quand même le théâtre. Je gère encore le théâtre du Splendide, oui. Parce que c'est quand même une propriété de la bande. C'est la SARL, le Splendide, qui existe depuis des années, et c'est les mêmes associés depuis le début. Et donc toi du coup, est-ce que ça t'a obligé à mettre, entre guillemets, ta carrière d'acteur pour gérer le théâtre ou ça, c'est venu comme ça, parce que je me suis occupé du Splendide, et puis parallèlement, pendant 25 ans, j'ai aussi co-dirigé le Théâtre de la Renaissance, donc ça me prenait beaucoup de temps. Et puis, il faut être honnête, ça me saoulait d'aller faire des castings, des machins, j'attendais qu'on vienne me chercher. Donc, j'ai fait une carrière un peu moins importante que mes camarades, mais voilà, je suis très content. Mais au moins, avec la bande, avec la bande, tu avais déjà des castings garantis. Et puis, j'ai produit beaucoup de spectacles au Splendide et à la Renaissance, et c'est un autre métier, mais c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je vois vos têtes là, vous faites subjuguer parce que je viens de dire. D'accord. Voilà. Oui, bah voilà. C'est une expression d'armes même. Oui, des larmes, bah oui, j'espère bien. On reste dans la menuiserie. De l'émotion. On montait sur les planches. Donc il y a toujours un rapport avec la menuiserie. Ah bah au théâtre, ici, au théâtre, c'est quand même les décors, les machins, ça c'est du bricolage. Hein. C'est ça. Et après c'est Cécile Bois, dans ta première tour, on reste toujours dans la menuiserie. Alors maintenant, Samir, toi alors Moi, déjà présente-toi. Moi écoute, moi je suis auteur, je me mettais en scène, j'ai écrit des livres, j'ai écrit plein de choses, voilà, et moi je viens d'une ville qui n'est pas du tout une ville de soleil, et qui est une ville du nord-est de la France qui s'appelle Nancy. Jusqu'à pas y longtemps, parce que maintenant à Nancy il fait 30 degrés à pas mal. Maintenant il fait 30 degrés, c'est clair. Et c'est une ville qui était un peu particulière parce qu'on ne s'amuse pas beaucoup à Nancy, c'était pas un truc, mais il y avait ce qu'on appelait le Festival de théâtre de Nancy, qui avait été créé par Jacques Lang, et quand j'étais très petit, moi j'avais le souvenir de gens qui déambulaient dans les rues de Nancy, qui étaient plutôt des rues grises, un petit peu tristounes, et d'un seul coup il y avait de la lumière, de la couleur, des accents, c'est un festival international universitaire qui a permis à des gens comme Grotowski, des metteurs en scène un peu comme ça de se révéler, et qui a été un lieu de rencontre inouïe, avec des troupes comme Julian Beck, des choses comme ça qui venaient aussi des États-Unis. Et moi, je n'ai pas connu réellement, si tu veux, j'ai pas assisté au spectacle, mais j'ai le souvenir d'avoir traversé des rues que je connaissais pour être un petit peu tristoun, d'un seul coup éclairé, etc. Donc très vite, moi, le théâtre, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai un grand frère qui est un très très grand cinéphile et qui m'emmenait au cinéma où on a vu plein de choses. Et moi, j'étais plutôt quelqu'un de timide et plutôt lecteur.
Donc je suis allé au théâtre plus par la lecture, par le côté un peu, on va dire, un peu chiant et intellectuel de la chose. J'ai fait un conservatoire, j'ai rencontré des professeurs, y compris des professeurs à Paris, comme Vial, Jacques Thomas, des gens qui étaient plutôt brillants et plutôt, entre guillemets, tournés vers le théâtre sérieux. Et je suis revenu à Nancy pour créer une compagnie qui s'est appelée la Compagnie des Crieurs de Nuit. Et le but de ma compagnie à l'époque, j'étais très jeune, c'était non pas de faire du répertoire, d'aller chercher des textes existants, mais au contraire de demander de rencontrer des auteurs et de permettre à des jeunes auteurs de s'exprimer. Donc j'ai monté plein d'auteurs de Nancy, avec plus ou moins de réussite et de bonheur, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre tous les jours. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'une fée s'est penchée un peu sur le berceau de cette compagnie-là. Cette fée, c'était Bertrand Tavernier, qui m'a fait l'honneur de devenir parrain de cette compagnie et qui venait très régulièrement me voir travailler à Nancy. Et qui a été pour moi une sorte de révélation. Je me dis, tiens, ça peut peut-être intéresser. Si un type comme ça s'intéresse à ce qu'on me propose, voilà, c'est peut-être pas tout à fait dégueulasse. Bon, après j'ai continué, j'ai fait autre chose parce qu'il faut bouffer. Ma carrière de comédienne n'ayant pas été celle que escomptée, il faut bouffer. Donc j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de radio, beaucoup de choses comme ça. J'ai fait comme beaucoup de comédiens un peu ratés ce qu'on appelle de la chronique. C'est-à-dire tu te retrouves sur des plateaux télé à faire des papiers. Et comme j'ai toujours la prétention d'écrire, j'ai vendu aussi bien ma plume que ma petite capacité à rebondir sur un plateau télé, etc. Ce qui est très intéressant dans la télé, ou que ce soit la télé ou la radio, en direct, c'est justement la notion de danger, l'immédiateté, la capacité qu'on a à improviser. Donc finalement, je retrouvais là cette espèce de truc de jeu, et Hervé parlait de troupe. Effectivement, il y a ce côté-là où il faut très vite s'adapter à une situation, où même si tu n'es pas d'accord avec tous les gens qui t'entourent, il faut donner l'impression que tu es pote depuis toujours, etc. Il y a un côté un peu comme ça lors de l'improvisation que j'aime beaucoup. Et puis voilà, puis après c'est des rencontres, il y en a eu plein, il y a eu Laurent Terzieff, enfin des gens que j'admirais, etc. Il y a eu plein de rencontres, et puis il y a d'autres rencontres qui sont moins intellectuelles, mais qui sont des belles rencontres de vie, comme Bruno. Et puis, avec qui on a travaillé. Comment ça, moins intellectuel? Approfondir le sujet, s'il te plaît. Tu m'as dit qu'il n'avait pas terminé ta salle de bain. Oui, ça fait pas fini ma salle de bain. Qu'est-ce que j'ai de moins que Laurent Terzieff. Et avec Bruno, on a écrit des choses, on a fait des choses, et j'ai beaucoup appris parce qu'effectivement, c'est une autre trajectoire, une autre histoire. Et grâce à Bruno, qui est comme un grand frère, qui m'a présenté plein de gens et qui m'a aidé aussi sur des projets perso. Je pense à Thierry Lhermitte qui s'est intéressé à un projet, c'est aussi grâce à Bruno. Et grâce à Bruno, j'ai rencontré Hervé et on est parti sur des projets ensemble, d'écriture, avec Hervé et Bruno. Et je dois dire une chose, je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais je te l'ai dit hier, mais je le dis en toute humilité. D'avoir travaillé avec Bruno, c'est un bonheur parce que Bruno n'a pas d'ego. Il n'a pas la bourrique, il t'explique pas, il fait pas le grand, il fait pas le patron, il fait pas le papa, alors qu'il a quand même écrit des choses qui ont été des énormes succès avec ses petits copains. Il se la pète pas, donc ça aide. Et grâce à Bruno, j'ai rencontré Hervé, qui a été presque un maître pour moi dans la façon d'aborder les choses dans l'écriture, parce qu'il m'a chose que je n'avais pas entrevue. Moi qui ne suis pas quelqu'un de l'efficacité forcément, parfois c'est un peu l'art pour l'art chez moi, c'est mon côté un peu lunaire. Mais Hervé m'a appris qu'on devait toujours parfois s'oublier soi au profit de celui ou celle qui va un jour rencontrer ce que tu écris. C'est-à-dire, on appelle ça entertainment, donc tu peux l'appeler comme tu veux, c'est une forme de respect en fait. Et aussi sur l'écriture, la construction, et ce qu'on appelle la double intrigue. C'est-à-dire, tu as une histoire, tu as une idée, mais il faut quand même que tu tiennes en permanence ton lecteur ou ton spectateur avec quelque chose qui avance tout le temps, qui n'est jamais ennuyeux et qui fait qu'un film passe, ce qui fait qu'une heure et demie passe très rapidement. C'est quand même le but du truc, c'est de sortir les gens de leur quotidien. C'est pas... Et puis des gens qui ont l'imprétention de donner des messages à travers le cinéma sont peut-être parfois des gens qui n'ont rien à dire. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris grâce à toi Hervé. Ça me permet de proposer des projets qui sont mieux structurés, mieux pensés. J'ai bien sûr abordé toute la littérature de comment écrire un scénario, Truby, enfin tu connais tous ces auteurs-là, vous les connaissez tous, mais avec Hervé c'était immédiat, parce qu'en plus Hervé a eu ce succès-là énorme avec ses films, et ça aide, c'est-à-dire que ça aide. Et faire rire, vouloir faire rire, et aider les gens à sortir peut-être d'un quotidien morose, c'est pas du tout une mission débile finalement. Il peut y avoir beaucoup de noblesse, et moi mon maître à penser, c'est plus que ça, enfin, l'icône absolue c'est Charlie Chaplin, quoi. Je trouve que, enfin, mais vraiment, c'est-à-dire que plus je vis, quand j'étais môme ça m'intéressait pas du tout Chaplin, je comprenais rien.
Mais devenu adulte, je me rends compte à quel point il y a du travail et de l'engagement et du sérieux et pour arriver à faire sourire et rire les gens. Et parfois, c'est un peu, je vais dire une banalité qu'on a déjà entendue une fois, et peut-être parfois plus facile de les faire pleurer, quoi. Voilà. Donc merci encore Hervé pour la qualité de ton enseignement, voilà, et pour ton amitié. Moi, je pense que vous devriez monter un cours. Merci. C'est quand même intéressant. Là. Je suis sûr que multiplier les bandes avec les expériences que vous avez, parce qu'on a reparlé de Garbit, et on revient à nos 3 trublions, et la 4e qui nous a s'incruster dans la bande. Tu peux pas faire ça au Splendide parce qu'il y a plein de comédiens que ça intéresse. Oui, mais donner des cours, je pense que j'aurais du mal, parce que j'ai toujours détesté l'école. Bah justement, c'est vraiment... Me retrouver dans la position où c'est moi qui apprends aux autres, je ne sais pas. Je le fais quand on rencontre des jeunes comédiens, quand on monte des spectacles, etc. Oui, je peux donner des conseils, je peux expliquer la manière dont je vois les choses, mais monter une école, je le sens pas. Pas forcément une école, mais... C'est-à-dire que Bruno, il y a quelque chose qui ne se partage pas, c'est qu'il a la capacité d'être drôle, parfois même malgré lui. Et travailler avec Bruno, c'est compliqué de transmettre. Moi, je me souviens qu'un de mes plus grands fous rires, on écrivait ensemble, et il m'a dit un jour une phrase, une réplique, et j'ai cru que j'allais vraiment décéder de rire. Et il vient d'écrire un livre que je vous conseille vraiment à toutes et tous de lire, qui s'appelle Un roman de merde. Je suis très fier d'ailleurs. C'est le titre, ça s'appelle Un roman de merde. Vous l'avez, bon, on s'est parlé hier. Et lisez-le parce que on peut appréhender toute l'étendue de son talent de folie, de surréalisme. Mais c'est vrai que ça a pissé de rire pour parler français. Merci. Voilà. Alors, Marie, toi, on disait effectivement une famille, tu l'as recréée en faisant des salles, etc. Comment tu vois ton avenir, toi? Qu'est-ce que tu retires? Les festivals, ça sert à ça, à faire des rencontres. Vous connaissiez avant ou pas? Pas du tout. Pas du On a tout. eu le privilège de se rencontrer, enfin on s'est rencontrés hier. Ouais, et tu vois, déjà en une demi-journée, il se passe plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à un jeune comédien, une jeune comédienne? Parce que, comme c'est retransmis sur les réseaux, il y a plein de gens qui sont intéressés par ça. Qu'est-ce que vous donneriez? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est retransmis, j'aurais fait gaffe. Oui, on m'a dit, j'aurais fait gaffe à ce qu'elle disait. Vous serez habillé. Vous aurez Je me remarqué. serais habillé propre et tout ça. Vous aurez remarqué que moi je fais gaffe à ce que je dis. Ouais, je fais des phrases avec un Oui, tu étais au courant, toi. Oui, moi je suis au courant. Voilà, merci. Alors, bon, ne tenez pas compte de tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, on va recommencer au début. Oui, on va les s'habiller. Voilà. C'est très convivial. Donc, alors toi, la question, Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Tu m'as dit, ben non, je ne sais pas, de le faire par passion uniquement et de travailler. Pour le pognon aussi, un peu quand même. Bah non, mon pauvre, franchement, pas pour le pognon. Ah non, ah ben non, si j'étais riche, je serais heureuse. Enfin, je serais plus heureuse. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, non, c'est dur. Non, parfois, bah oui, tu sais, forcément, quand on est acteur, qu'on joue à la télé ou au cinéma, et qu'on n'a pas des rôles principaux, franchement, parfois, on tourne 10 jours par an, et donc tu touches pas les aides au chômage, parce que tu n'as pas assez d'heures, et donc oui, non, c'est difficile, il faut avoir vraiment envie. Non, c'est la faute au gouvernement. Hein. Non, sans rentrer dans la politique. Non, mais il faut travailler. Non, voilà, je leur conseille de travailler énormément, toujours. En fait, moi je rebondis sur ce que tu dis, c'est que c'est vrai que si vous faites des troupes, parce que c'est peut-être, j'ai retenu ça, que le fait d'avoir une troupe, ça permet d'avoir des idées, des projets qu'on n'a pas quand on est tout seul, et donc c'est un moyen, la preuve, tous ceux que j'ai reçus moi dans la masterclass, c'est des gens qui viennent, entre guillemets, de troupes, et qui après, individuellement, percent, mais c'est vrai que individuellement, et moi j'ai toujours dit, c'est quand même le métier le plus dur au monde, comédien, parce que c'est le seul métier, vous devez recommencer chaque jour à zéro, parce que vous faites un casting, comme si vous n'avez rien fait. Et je me souviens d'un comédien qui était quand même relativement connu, qui me disait à chaque fois, il faut refaire le casting, c'est comme si on avait... Oui, mais on part à zéro, on arrive... Donc, ce qui nous fait... ce avec quoi on travaille, c'est-à-dire ce qu'on a dans le ventre, dans le cœur et un petit peu dans la tête, évolue aussi. Donc ce qui nous faisait aller dans une scène, au fond d'une scène drôle ou triste,
n'est pas l'instrument évolue aussi, donc avec l'expérience qu'on a dans nos vies personnelles et dont on sert. Donc ce qui nous faisait pleurer à 20 ans ne nous fait plus pleurer à 50 forcément. Enfin, ce qui nous amène à un sentiment. Le pleur n'est pas une finalité en soi du tout, mais voilà. Donc c'est ça qui est chouette aussi. C'est tout le temps. C'est un métier en évolution permanente, tout le temps. Oui, et en répétant que c'était un métier très dur, quoi. Il ne faut pas voir le côté Star System où quand on marche bien, c'est génial. Mais avant d'arriver là, et Dieu seul le sait, il y a des étapes à franchir et c'est pas évident. Et donc moi je retiens que la notion de troupe peut être un moyen à des jeunes comédiens ou comédiennes de se grouper pour réunir les talents. C'est peut-être plus facile pour démarrer que... Ah oui, oui, puis on ne se sent pas isolé, parce qu'être tout seul devant son téléphone en attendant qu'on vous appelle, c'est pas terrible. La troupe, on a je me souviens de l'époque, enfin notre époque, où le téléphone avait une place très très importante. Enfin, ceux qui avaient le téléphone chez la eux, chance déjà, posaient le téléphone comme ça dès le matin, puis ils attendaient que ça sonne, quoi. Et il y avait des gens qui passaient des journées entières comme ça, à attendre que le téléphone sonne. Et avec un double stress, parce que c'est pas parce que vous avez fait un casting, en plus, que vous allez être pris. C'est ça le pire. C'est qu'en plus, il y a la déception, parce que, comment ça se passe? Chaque casting? Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que quand on est jeune, justement, qu'on débute, quand on a un refus, alors qu'on a travaillé ses essais, qu'on a bien bossé sa scène et tout ça, donc on arrive, on est content, ça s'est super bien passé la rencontre avec le réalisateur quand il est là. Et pas tout le temps, c'est dommage. Mais tu vas au casting? T'es comédien. Non, parce que c'est vrai, parce que ce qui est intéressant de passer des essais au bout de 20 ans, ou 10 ans, 20 ans, 30 ans de métier, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu vas interagir avec le réalisateur. Parce que ton métier, moi, tu le connais un peu. Enfin, j'ai un peu plus confiance en moi que quand j'avais 20 ans. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse quand je passe des essais, c'est de savoir si je vais comprendre ce que me dit le réalisateur, s'il va y avoir quelque chose. Bon, bref. Je disais quoi au départ? Je le refuse. C'était un métier horrible et qu'il ne fallait pas le faire. Non, c'est pas vrai, au contraire, je ne sais plus ce que je veux. Le refus des essais. Le refus des essais. Heureusement, il y en a un qui suit. C'est mon chéri. Il m'écoute. Mais il boit mes paroles. Non, et quand on est refusé, quand on dit bah non, ce sera pas toi, là, au début, franchement, moi j'étais à chaque fois anéantie. Je pleurais pendant 3 jours. On peut aussi dire que c'est un métier de passion, de joie, de rencontre. Mais c'est pour ça que moi je l'adore. Regarde, j'ai le sourire permanent. Parce qu'il ne faut pas non plus l'ensemble au boulanger qui te vend la baguette de pain en disant vous savez, j'en ai chié, moi, je n'ai pas une thune là-dessus. Mais le boulanger, c'est aussi un métier passion. C'est pas que. C'est parce qu'on n'a pas le monopole du métier passion. Et d'ailleurs, il y en a qui ne le font pas par passion, qui le font par ambition détournée. Mais c'est vrai que après, je l'ai montré du doigt. Non. Ah bah oui, vous l'avez cherché. Mais c'est vrai qu'après, on comprend que si on n'est pas pris, c'est pas parce qu'on est mauvais ou parce qu'on n'a pas plu et tout ça, c'est juste parce qu'on n'était pas le rôle. Mais ça, c'est long à comprendre. Et à ce moment-là, on arrête d'être malheureux quand on n'est pas pris. On est déçu, on avait envie et tout ça, mais on arrête de le prendre pour soi. Parce qu'au début, c'est des coups de poignard. Et un conseil aux jeunes comédiens, ça faut se blinder là-dessus. C'est pas ta faute si t'es pas pris, sauf si t'as pas bossé du tout et que t'es arrivé sans connaître ton texte, par exemple, qui est un peu la base. Mais voilà, c'est pas quelque chose de... c'est pas parce qu'on a fait mal, c'est parce qu'on n'est pas le personnage. Alors, est-ce que c'est une légende, ça? Parce que souvent, on me disait, mais finalement, j'ai eu un rôle au moment, quand j'ai fait le casting, je me suis dit, merde, j'ai regretté, je l'ai mal fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Et à l'inverse, des fois, je me dis, là je pense que j'étais dans le personnage d'état, et là, on m'a pas pris. Est-ce que c'est une légende ou pas, ça? J'en sais rien. En fait, toi, le menuisier, t'étais casté dans Non, mais moi, j'ai beaucoup couché pour avoir des rôles. Ben voilà, on est à plusieurs. Est-ce que ça a été ton cas ou pas? Oui, moi, oui. Une fois, je suis allée faire un casting pour une nouvelle série. Navarro s'arrêtait, il voulait relancer avec Claude Brasseur.
Et j'y suis allée et j'avais tellement pas envie de jouer dans une série policière, mais tellement pas de jouer une jeune flic naïve. Mais j'y suis quand même allée, c'était Claude Brasseur en plus. Bon. Il y avait du pognon, il y avait un peu de pognon. Il y avait un petit peu plus de pognon Oui. que mon premier film. Et donc j'y vais, mais vraiment, bon, j'avais quand même appris mon texte, c'est toujours le minimum, mais j'avais pas du tout envie, donc j'y vais un petit peu à reculons. Je passe les essais sans trop me donner, en étant un peu... Eh bien, j'ai été prise. Mais et quand on m'a appelé, j'ai dit, ah merde, c'est terrible. Puis après, j'ai dit, non, chouette, génial. Mais c'était drôle à faire. Et à l'inverse, la frustration, quand quel rôle tu dirais, tiens, merde, j'aurais dû l'avoir. Ah non, mais tellement drôle, tellement. Si j'avais été prise dans tous les films... Un en particulier. Ah non, je ne saurais pas te dire. Les ch'tis. Oui, les ch'tis, mais j'ai pas passé les essais pour les ch'tis. Non, les ch'tis, j'ai pas passé les essais parce que il m'a appelé, c'était Gérard Moulévrier, qui m'a téléphoné, qui m'a dit, est-ce que tu as l'accent du Nord? Et je dis, bah non. Il me dit, bon, bah je peux pas te faire passer les essais. Je dis, mais c'est pas grave, je te rappelle dans un quart d'heure, je te fais l'accent du Nord, moi. Et il me dit, non, Danny Boone veut vraiment des gens du Nord. Et j'ai dit, bon, bah non. Et du coup, je lui ai dit, mais j'ai ma meilleure amie, Anne-Marie Vin, qui a été élevée qui a grandi dans le Nord, dans l'Oise, et qui était, sa nounou avait l'accent du Nord, et je sais du coup, elle avait pris l'accent du Nord, elle le prenait plutôt naturellement. Et donc, il m'a dit, ah, Anne-Marie Vin, bon, ok, je vais appeler son agent. Et voilà, elle a été prise. Donc, c'est bien. Mais c'est encore plus frustrant. Non. Conclusion maintenant, je te demande est-ce que tu as l'accent corse ou l'accent belge? Bah, bien sûr, je dis oui tout de suite, moi. Non, mais non, c'est très difficile. Oui, je l'ai bien fait. Hein. L'accent corse, tu le tiens. Allez, pour conclure, on va pas parler des pires, le meilleur souvenir de chacun. Le meilleur. Parce que le plus mauvais, on se dit, bon, c'est tant pis, on les efface. On garde que les meilleurs. Si vous deviez garder une image de votre carrière, c'est quoi? C'est un film? C'est une rencontre? C'est quoi? Bon, je te laisse réfléchir, on va demander à Bruno. Bon, moi, c'est des souvenirs, c'est au théâtre. Au théâtre, j'ai des souvenirs de rigolade, de plaisir avec le public, des trucs absolument formidables. Mon plus gros fou rire, je ne peux pas le raconter parce que si je vous dis pourquoi. Ah, mais si, maintenant tu nous as dit, non, on veut savoir. Oui, mais nous on ne sait pas, vas-y. Vous voulez que je vous le raconte? Oui. C'est lamentable. On jouait Passif et de la Résistance, Oui. splendide, et il y avait Philippe Bruno qui remplaçait Junio pendant une période, et dans une scène où j'étais seul avec Carole Jacquinot, il se met dans un coin du décor, c'est-à-dire que moi je le voyais, mais le public ne le voyait pas, et il me fait des grands signes comme s'il y avait un problème. Donc je joue ma scène en me décalant, Carole me regarde en me disant pourquoi il n'est pas à l'endroit d'habitude, machin. Et j'arrive, et il se penche vers moi, et il me dit viens, je vais te sucer. Et c'est une horreur parce que j'ai commencé à rire comme un imbécile. Je ne pouvais plus dire un mot. Et ma partenaire me regardait en me disant mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Il a totalement oublié que l'on est sur des réseaux sociaux. Non, mais c'est ça qui est drôle parce que ça, on l'a trouvé nulle part. Ça, on va le trouver nulle part. En plus, c'est très fréquent parce que la mode va venir, Martin va venir. Et c'est vrai qu'il raconte lui aussi, c'est qu'il y a quand même la camaraderie, ça entraîne souvent des connaître des autres pendant qu'ils sont pas en paix. Quand ils sont pas sur le champ, dans le champ. Ils emmerdent les autres, et c'est vrai qu'on regarde après la télé les meilleurs souvenirs, mais t'as déjà... Non mais attendez, vous voulez que je vous raconte des trucs, je vous raconte c'est ça, c'est ça. Le principal, c'est qu'il est motivé. Le principal, c'est que... Exactement. Alors, tu as eu le temps de réfléchir. Un peu moins cru. Non, j'en ai pas des comme ça. Mais non, moi, mon plus... Enfin, je sais pas, j'en ai vraiment beaucoup des bons souvenirs, des énormes beaux souvenirs. Mais je crois que le premier, c'est quand j'ai tourné avec Elie Chouraki et d'abord, c'est un metteur en scène qui est très enthousiaste. Et donc, il regarde l'écran de son combo avec passion et c'était magnifique. Et à la fin des prises, on faisait la scène et il nous laissait improviser. Il laissait tourner la caméra et c'était à l'époque où ça coûtait cher. C'était à l'époque où c'était en pellicule. Et il nous laissait improviser et c'était mon premier moment où j'avais cette liberté
Et c'est la première fois où je me suis sentie complètement libre, où ma pudeur ne me gênait plus pour jouer. Et je crois que ça, c'est mon premier grand souvenir de joie, de joie de jouer au cinéma. Voilà. Grand souvenir. Essaye de relever le niveau par rapport à moi. Ce qui était terrifiant quelquefois, quand on jouait au café-théâtre, c'est qu'il y avait des très bonnes soirées où les gens riaient. Il y avait d'abord, la salle était pleine, c'était des petites salles, on avait quoi, 30, 40 personnes. Mais alors, il y a des soirs où il y avait très peu de monde, il y avait moins de 10 personnes, et on se tapait mais bide sur bide, ce qui fait qu'à force, vous prenez, évidemment vous arrivez au fou rire, quoi. C'est-à-dire, mais ça devient horrible, et en même temps c'est des souvenirs extraordinaires. Les bides, c'est aussi des souvenirs. Il n'y a pas que le succès et c'est quand même arrivé, même avec les Fraises Musclées, on jouait avec Micheline Prel et tout ça, mais qu'est-ce qu'on a pu rire alors, quelquefois, parce que là, ça tournait au bide, la pièce, on l'a arrêtée, on était au théâtre Récamier, et alors vous avez une loi au théâtre qui fait que vous êtes obligé de jouer si vous avez un certain nombre de spectateurs, c'est-à-dire autant de gens sur scène que dans la salle, plus 1. Alors bon, vous êtes 7 acteurs, donc 8 personnes dans un grand théâtre, et il y a les 8 personnes. C'est légal ça, c'est la légalité, il faut qu'ils soient obligés de jouer. Et vous jouez, évidemment, bon, dans le drame, peut-être que c'est moins ressenti, mais en tous les cas dans la comédie, c'est-à-dire que vous n'avez aucun retour, vous n'avez rien, tout tombe à plat, tout tombe à l'eau, et c'est affreux, et il faut aller jusqu'au bout comme ça, quoi. Alors, en plus, il y en a un qui s'embête et qui se lève, alors là, on part dans des fous rires. Ça, c'est un peu comme Bruno, là, tu vois. Voilà, bon, ça fait partie des souvenirs, mais il y a des souvenirs aussi de grandes rigolades avec des succès, quoi. Mais c'est quelque chose du métier, ça, que tout le monde a connu dans le métier. En plus, c'est bien pour ceux qui regardent. Donc, c'est déjà dur comme métier, mais en plus, ça peut être même très très dur. Même avec une trompe, on peut prendre des billes. Parce que tu me dis Michel Prel, toi, etc. C'est quand même. C'était quoi comme pièce pour qu'elle soit aussi. Non, c'était les Fraises Musclées, c'était des sketchs de Jean-Michel Ric qui après a fait une très grande carrière. Il a dirigé, était directeur de théâtre, directeur de très grandes troupes et tout ça. Mais je parle de ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En tout cas, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un bide, quoi. En clair. Non. Voilà, il ne faut pas être découragé et à 2 ou 3 castings banqués, ça peut arriver, donc ça aussi. Et toi, Samir? Bah moi, à l'époque, je tournais des films pour adultes et on était sur un projet, il s'agissait de faire des animaux handicapés. De qui? Non, non, je plaisante. Non, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment handicapés, les animaux. Mais c'est après. En fait, ouais, bref, je ne peux pas vraiment développer, etc. Et voilà, j'ai eu ce qu'on appelle une panne, donc c'est très compliqué. On est sur les réseaux sociaux, je vais y aller moi aussi. Non, je sais pas, non, comme dit Hervé, ce que dit Hervé, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, il y a un risque que quand ça ne marche pas, ça devient totalement absurde, que tu peux qu'en rire, donc ça peut être des très bons souvenirs. C'est vrai que sur le coup, c'est peut-être pas génial à vivre et qu'après coup, etc. Non, moi je crois que les bons moments, c'est quand des gens pour lesquels tu as une forme d'admiration te trouvent intéressant. C'est-à-dire les gens que tu admires, dont tu as vu les films, ou que tu as vu jouer, ou dont tu aimes l'écriture, te disent sans aucun intérêt, parce qu'ils vont rien y gagner à le dire, qui te disent sincèrement, en tête à tête, ce que tu as fait, c'est pas mal. Moi, vraiment, c'est une paye symbolique, quoi, pour le coup, et je pense que c'est là où ça se passe, et je crois que Bruno a vécu ça avec Louis de Funès,
qui lui a dit un jour c'est bien ce que vous faites. Exactement, c'est vrai. Tu vois. Depuis, il m'a serré la main, depuis je ne l'ai pas lavé. Bah justement, il faudra qu'on en parle. Parce que... et toi, tu as vécu ça, j'imagine aussi, avec le fait d'avoir fait tourner des metteurs en scène pour lesquels tu avais de l'admiration. Notamment, je crois que tu avais fait tourner. Moi aussi, j'ai Fuller. serré la main. Enfin, c'est Louis de Funès qui m'a serré la main, mais il m'a pas dit ça. Il t'a pas dit ça. Mais toi, t'as fait tourner des réalisateurs. C'est Samuel Fuller que t'as fait tourner. Je dis une bêtise ou non? Non, oui, un grand réalisateur américain, Samuel Fuller, oui, dans un épisode de David Lansky avec Johnny Hallyday. Ouais. Voilà, donc peut-être que le bonheur, c'est aussi quand des gens que t'admirent, toi, participent à un projet, ou viennent sur un de tes projets, ou trouvent simplement que ce que tu as fait, c'est pas mal. Voilà. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Et quand je te dis du bien de temps en temps, tu es un peu ému ou Je pas? suis très ému, et ouais. C'est pour savoir, parce que sinon j'arrête. Non, c'est bien. Bah, ce sera le mot de la fin, parce que nous aussi, il faut qu'on arrête. Ah oui, faut qu'on arrête. Pour l'heure. En tout cas, merci. On se retrouve demain matin pour un nouveau épisode, un nouvel épisode des Masterclass. Merci, Marie, d'être là, d'avoir été avec nous. Bruno, Samir et Hervé. Et puis, bah, écoutez, vous en saurez un peu plus. Et la plupart de ce qui a été dit, vous le trouverez nulle part écrit. Ce sera seulement. C'était dans le direct, et c'est très bien. Et rappelle-moi, quel était le comédien qui dans Papy fait de la Résistance, que j'en parle à matin à la mode. C'est Philippe Bruno, qui malheureusement nous a quittés, paix à son âme, mais il était formidable, c'était un camarade formidable, il faisait rire. Oui, qui a participé aussi. Oui, il joue dans l'Indien. Il joue dans l'Indien, dans la vie, Philippe Bruno, oui. C'était un truc formidable. Absolument formidable, adorable, très bon comédien. Sans rire. Complètement. Tout à fait. Comme l'anecdote que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Un truc très délicat et qui fonctionnait à chaque fois. Voilà, écoutez, on vous remercie.